24 février 2023, on est donc un an après le début de l'opération militaire spéciale, comme la nomment les Russes. Le début de la guerre, comme disent les Occidentaux, mais quand on connaît un peu la région et les problèmes en Ukraine, on sait que la guerre n'a pas commencé le 24 février, elle a bien commencé bien avant. On peut dire en 2014, mais même avant, hein. Même encore, même on peut remonter jusqu'en 2004, on peut même être remonté jusqu'en 1991, mais bon, on en restera sur 2014 et le coup d'État de la place Maïdan. Et Victoria Nuland, Fuck the EU, et les cookies, etc. Bon. En tout cas, un an après le début de l'opération spéciale, bon, alors on va revenir un peu sur l'actualité, sur ce qui s'est passé. Depuis la dernière vidéo, voilà, bon, il y a eu la visite donc de Biden à Kiev. Alors bon, les escalators, les escalators d'avion, c'est pas son truc, hein. Il a du mal, hein, Joe. Bon, alors, c'est au retour qu'il a eu quelques difficultés à monter dans son avion avec son escalier. Alors, bon, bah, il est allé là-bas à Kiev. Bon, bah, il avait pas grand-chose à offrir en réalité. Il est venu avec un petit paquet d'armements, munitions, mais alors bon, des armements qu'ils avaient déjà donné, des javelines, des choses comme ça. Bon, ils servent juste à remplacer tout ce qui ont été détruits depuis ces derniers mois. Donc bon, mais pas de nouveautés, pas d'armement magique. Ce coup-ci, juste quelques petits dons assez faiblards. Et bon, ouais, sinon, bon, bah, voilà, pourquoi Joe a senti besoin d'aller à Kiev, surtout en ce moment, dans cette période? Ouais, parce qu'il faut maintenir le moral des troupes. Il faut, je parle des troupes occidentales, hein, pas des troupes ukrainiennes, elles n'en ont pas besoin, mais des troupes du bloc de l'Occident collectif, qui a tendance un peu à se fatiguer de la guerre en Ukraine, donc il faut bien remonter un peu tout ça et montrer que voilà, on est là et on est motivé. Et voilà, bon, voilà, on va à Kiev, alors, c'est tout, alors que tout va mal, hein. Si tout allait bien, pas besoin, Joe n'aurait pas besoin d'aller se faire voir à Kiev, bon, si tout allait bien sur le front. C'est bien la preuve que tout va mal. Alors bon, bah, c'est une catastrophe au niveau de l'image, hein. Il a été obligé de demander la permission aux Russes pour aller jusqu'à Kiev. Et oui, parce que bon, Sullivan a passé un petit coup de fil. Ah, bon, Joe va aller à Kiev. Alors, soyez gentils, pas de conneries, on tire pas. Les Russes ont dit ah bah oui, mais vous inquiétez pas, nous, ça ne nous dérange pas. Évidemment, ça les dérange pas. Parce que bon, de toute façon, ils savent très bien que c'est très mauvais et tout ça pour l'image de Kiev, ouais, enfin non, de Biden surtout. Puisque bon, bah, pendant ce temps-là, évidemment, il y a les catastrophes écologiques en chaîne aux États-Unis, en particulier celle de l'Ohio, où Trump, par contre, lui, il a été dans l'Ohio, Trump. Voilà, et bon, voilà, il a sorti son chéquier personnel pour aider les gens, et puis en repartant, il a dit, j'espère que Biden, il aura gardé un peu de sous pour vous en venant d'Ukraine, quand il sera rentré d'Ukraine, parce que bon, ça compte aussi un peu les Américains pour le président des États-Unis, hein, normalement. C'est- Mais bon, voilà. Alors, bon, bah, alors, puis il y a eu le discours de Vladimir Poutine. Alors, bon, moi j'ai remarqué que Poutine, il parlait toujours de l'Occident, mais il citait pas les noms. Il citait pas les noms de Biden, les noms même de Zelensky, même de Macron, aucun, hein. Donc, et alors que, bon, de l'autre côté, on cite toujours Poutine, hein, c'est méchant. Lui, non, il parle de l'Occident en général, il cite pas de nom, il vise personne en particulier. Dans son discours, c'est notable, je trouve, c'est assez différent. Alors bon, évidemment, les médias, les médias de grand chemin ont trouvé son discours agressif. Bon, il a parlé pendant peut-être un quart d'heure de l'Ukraine. Il n'a pas dit grand-chose d'agressif.
Et après, il a fait tout un discours de plus d'une heure et quart sur la situation économique, sur les projets, etc. Je veux dire, je trouvais ça agressif. Alors bon, évidemment, ce qu'ils ont noté, c'est la suspension du traité START hein, sur le désarmement nucléaire. Bon bah, alors ça, c'est un signe quand même qu'il est agressif. Hein. C'est quand même pas sympa de faire ça. Voilà, bon, alors on sait que les Américains, ils se sont retirés d'à peu près tous les traités depuis les dernières années, donc les Américains, bon, bah, ils pouvaient continuer à venir visiter les installations nucléaires en Russie, grâce au traité START, puis les Russes, eux, ils n'avaient pas le droit d'y aller, quoi, hein, d'aller voir, donc bon. Donc c'est un peu normal que Poutine, il ait dit, bon, bah stop, maintenant, on suspend, il n'a pas arrêté le traité START, il a pas effacé le traité, il a juste suspendu en attendant bon, de voir plus tard comment les choses vont évoluer, c'est tout. Hein. Mais pour les médias, c'est la seule chose d'ailleurs qu'ils ont trouvé à se mettre sous la dent, parce que au final, au final il n'y avait pas grand-chose de bien terrible dans ce discours, si ce n'est que tout l'exposé du début, qui n'ont pas du tout, alors là, ça les a pas du tout intéressés, c'est de la propagande, hein, où Poutine, bien sûr, a raconté par le menu tous les événements qui ont mené à cette opération spéciale, donc il y a un an. Et bon, évidemment, les accords de Minsk pas respectés, ce qui a été avoué ouvertement par tout un tas de gens qui ont présidé à ces accords, comme Hollande, Merkel, etc. Zelensky lui-même. Donc bon, bah, voilà. Ça les a pas beaucoup intéressés. Par contre, bon, là, voilà. Ça a été, voilà. Alors bon, bah, si on compare avec Zelensky, on sait que Zelensky il a dit si la Chine fait alliance avec la Russie, ce sera la guerre mondiale. Ça, c'est pas agressif. C'est Poutine est agressif, mais Zelensky non, ça c'est pas agressif. Bon alors bon voilà, bon, dans le discours de Poutine, on a compris que bon, voilà, pour lui, plus question de faire confiance aux Occidentaux. Hein. On s'est moqué de lui. On s'est moqué des Russes avec les accords de Minsk. Voilà, les Occidentaux ne respectent pas les accords qu'ils signent, c'est maintenant clair. Donc Poutine en prend acte et puis il est hors de question pour l'instant de s'engager dans des accords, dans des traités dans lesquels on ne peut plus faire confiance aux Occidentaux. Mais bon ben voilà quoi. Là, donc les Américains ont menacé donc les Chinois. Si vous livrez des armes, attention, voilà, pampan, on va se fâcher. Je sais pas s'ils ont beaucoup les moyens de se fâcher, mais bon, en tout cas, ils menacent bien les Chinois. Alors le ministre chinois donc des Affaires étrangères Wang Yi, qui s'est rendu sur ses entrefaites à Moscou pour bien montrer qu'il fait ce qu'il veut. Hein, il peut le menacer. Et il a dit non, il a dit, attends, nous sommes une nation souveraine et nous ferons ce que nous voulons. Hein. Voilà. Et puis après, quand il s'est retrouvé donc à Moscou à parler avec Poutine, il a bien fait comprendre à Poutine que pour lui, l'entente avec la Russie était importante et qu'aucun État tiers ne viendrait s'en mêler, hein, ne viendrait s'y opposer. Voilà. Donc bon, bah voilà, prends ça Blinken. Les menaces, ça marche pas, bon, sur les Chinois. Voilà, bon alors, voilà, Biden était à Kiev, les Chinois sont allés à Moscou, bon, voilà, on voit bien se profiler la chose. Bon, Biden à Kiev, j'espère que son fils Hunter en a profité pour lui passer un petit coup de fil, pour lui dire Papa, récupère le chèque, hein, parce que bon, on sait que hein, le fils Biden a touché pas mal de chèques en Ukraine depuis ces dernières années. Voilà, alors bon, voilà, Trump était dans l'Ohio, Biden était à Kiev, après à Varsovie. Voilà. Qui a gagné au niveau de la communication?
vous laisse réfléchir à la question, mais bon, pour moi, c'est évident, hein, évidemment. C'est pas Biden, hein, non, ça, c'est sûrement pas Biden. Donc voilà, alors bon, alors pour finir cette petite vidéo, on a Boris Johnson qui candidate à la direction de l'OTAN. Et oui, comme secrétaire général de l'OTAN, en remplacement de Stoltenberg. Bah oui, il aura toutes les compétences, Boris Johnson, l'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne, hein. Ce serait vraiment un candidat parfait pour le poste, pour remplacer le triste Stoltenberg. Voilà, ça donnerait un petit côté clown à l'OTAN qui serait sympathique, parce que Stoltenberg, il est assez strict, c'est pas très marrant. Alors qu'avec Boris Johnson, Bojo le clown, ça serait quand même un côté marrant à l'OTAN et tout. Ça serait sympa, quoi. Je veux dire, bon. Donc à retenir, hein, c'est pas forcément une mauvaise idée, hein. Bojo, premier secrétaire, enfin secrétaire général de l'OTAN, avec un gros nez rouge, les cheveux dans tous les sens, et qu'est-ce qu'on rigole. Et allez, vas-y pour la guerre. Bon, voilà, bon, écoutez. Alors il y a aussi la Commission européenne a pris une décision difficile, quelque chose de vraiment... von der Leyen, donc, à la tête de la Commission européenne, ils ont pris une grave décision. Interdire TikTok dans les bureaux de la Commission européenne, oui, mais oui. Parce que TikTok, vous comprenez, ça peut servir aux méchants Chinois pour nous espionner, nous, la Commission européenne, pour espionner toutes nos grandes discussions. Donc pas de TikTok. Pas de TikTok, ça c'est une décision. Bravo Ursula, ça, c'est vraiment. Voilà, ça c'est vraiment dur et ça c'est costaud les Chinois. Prends ça Xi, voilà. Non, on va interdire TikTok de la Commission européenne. Bon, voilà, bon bah les amis, j'en reste là parce que c'est une petite vidéo, on en fera une autre bientôt, un peu plus longue, un peu plus complète. Et bien voilà, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour vos pouces en l'air, hein, pouces en l'air, c'est juste en dessous, etc. Vous savez, vous cliquez si vous pouvez, vous partagez. Alors ça c'est important, si on peut partager cette vidéo, ça aide beaucoup parce que ça fait mousser les algorithmes, vous comprenez? Donc bon, bah, n'hésitez pas à partager et puis à aller aussi sur le Twitter de Jacques Frère, hein, parce que c'est là que vous apprendrez tout ce qui se passe sur le front. Alors là, j'ai oublié de vous parler d'un sujet, d'ailleurs ça m'y fait penser, en parlant du front, j'ai oublié le sujet. La Transnistrie, ah bon bah alors on va rallonger un peu la vidéo, excusez-moi. La Transnistrie, alors bon, il y a des menaces, hein, c'est moins marrant, hein, voilà. D'après les Russes, il y aurait une accumulation de troupes ukrainiennes à la frontière donc, de la Transnistrie, cette petite enclave russe en Moldavie, dans la frontière est de la Moldavie, entre l'Ukraine et donc la Moldavie. Mais techniquement, on fait partie de la Moldavie, mais il y a un accord avec les Russes. Donc il y a un accord avec les Russes ont une base et un gigantesque entrepôt non, de munitions qui date de l'époque soviétique, hein. Bon, ça doit être assez poussiéreux, mais enfin bon, on ne sait pas, est-ce que ça a été entretenu depuis. Alors il y a quelques centaines de soldats, les médias vous disent 1500, moi d'après mes infos, il y en a 400 à tout casser. 400 soldats russes, donc évidemment, si les Ukrainiens massent une force assez conséquente à la frontière moldave pour attaquer ces forces russes, elles n'en feront qu'une bouchée, parce que 400 hommes, c'est vraiment très peu. Et bien sûr, l'objectif, c'est de mettre la main sur ces munitions, parce qu'on sait que les Ukrainiens manquent énormément de munitions, ils sont vraiment à court de munitions, mais normalement, c'est les Russes qui sont censés l'être, hein, selon les médias, qui font de la projection en permanence. C'est pas les Ukrainiens qui manquent de munitions, c'est les Russes. Ils vont d'ailleurs aller en chercher en Chine. Voilà. Il faut surtout avertir la Chine qu'elle n'a pas le droit de donner des munitions à la Russie, qui en réalité n'en veut pas, n'en a jamais demandé. Mais voilà. Par contre,
Ils recherchent dans tous les coins, on va dans tous les pays, sur tous les continents, chercher des munitions pour les envoyer à Kiev. Et bien souvent d'ailleurs, on se heurte à des refus parce que les pays en question ne veulent pas livrer leurs munitions au régime de Zelensky. Et bon, voilà quoi. Alors donc là, il y a un énorme stock de munitions soviétiques qui donc censé fonctionner avec les armes de fabrication soviétique que possède encore l'Ukraine, hein, celles qui n'ont pas encore été détruites depuis un an par les Russes. Donc il y aurait une idée. Alors bon, d'après le ministère de la Défense russe, les Ukrainiens, pour se donner un prétexte pour attaquer donc cette région qui fait normalement partie de la Moldavie, ce qui est considéré quand même un acte de guerre, hein, pour se donner un prétexte, il y aurait donc une provocation qui serait organisée où des Ukrainiens déguisés en soldats russes seraient mis d'attaquer le territoire ukrainien pour donner un prétexte, donc évidemment, aux troupes ukrainiennes, semblerait-il, ce seraient des hommes d'Azov, pour en réplique attaquer donc, le territoire ukrainien. Alors il semblerait qu'il y ait quand même des regroupements de forces et de matériel tout près de l'endroit où se trouve donc le gigantesque entrepôt de munitions en question, et qui est tout près de la frontière, hein. C'est une région très, très étroite, c'est une vallée en fait. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vraiment ça va arriver? Alors il se pourrait aussi que la Moldavie, en accord avec l'Ukraine, puisqu'on sait que la présidente moldave est très, très World Economic Forum, très Davos, très OTAN, et pas très aimée dans son pays, mais voilà, il y a des manifestations assez importantes qu'on vous montre jamais contre elle. Mais bon, en tout cas, il semblerait qu'aussi des troupes moldaves seraient déplacées vers cette région. Alors, que va-t-il se passer? On ne sait pas, hein. Peut-être rien, hein. Peut-être il ne va rien se passer, mais bon, il est possible qu'il y ait une attaque ukrainienne sous un prétexte, un faux prétexte. C'est à suivre. Bon, sinon sur le reste du front, ça bouge pas beaucoup. Ça avance quand même sur Bakhmut, hein, sur le nord, en particulier sur le nord de Bakhmut. Les musiciens de Wagner avancent et broient de l'ukrainien avec, avec une grande efficacité. Et c'est triste parce que les pauvres soldats ukrainiens qui sont envoyés à Bakhmut, ce sont des conscrits qu'on ramasse dans la rue de 16 à 60 ans, qu'on attrape par le col, qu'on envoie directement à Bakhmut, et on a appris qu'à Bakhmut, par un soldat ukrainien lui-même, l'espérance de vie d'un soldat ukrainien à Bakhmut, c'est 4 heures. Pas 4 jours, hein, 4 heures. Donc voilà, c'est assez tragique. Il y aurait aussi une attaque qui se préparait dans le nord sur Kupiansk, donc dans la région de Kharkov. Paraîtrait que les Russes se préparent donc à prendre, du moins à attaquer Kupiansk, cette ville du nord, donc nord-est de l'Ukraine, assez dans la région donc, de Kharkov. Les hôpitaux de Kharkov seraient en train de se préparer à recevoir beaucoup de blessés, etc. Donc à suivre aussi. Voilà, bon, j'ai fait un peu le tour, sinon le reste, bon, voilà, il y a quelques tirs d'artillerie autour de la centrale, la fameuse centrale de Zaporizhia, la centrale d'Energodar. Alors on nous en reparle, du danger nucléaire, on avait un peu oublié, ça avait été un grand sujet à une époque, puis après on avait totalement oublié tout ça. Il y avait même le AIEA qui était venu et tout, enfin on avait fait toute une mousse autour de cette centrale, puis il s'était rien passé, hein. Et là, voilà, bon, on nous ressort ça. Alors, bon, voilà, les Russes bombardent leur propre centrale, on connaît l'histoire. C'est toujours la même chose. Mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer. Alors bon, voilà, j'ai dit, donc je vous ai dit donc, tous les trucs, merci, voilà, machin. Bon, allez voir donc, le Twitter de Jacques Frère, le site Veille Stratégique de mon ami Sylvain Ferreira, que je salue. Et qui fait des excellentes vidéos avec non moins sympathique Régis de Castelnau, donc je vous conseille d'aller voir la dernière, hein, donc sur la chaîne de Régis de Castelnau sur YouTube. Vous la trouverez dans la barre de recherche, hein, c'est pas compliqué, où je vous mettrai peut-être le lien en dessous. Je vous mettrai le lien donc pour Veille Stratégique, le blog de Sylvain Ferreira, qui est
passionnant avec beaucoup d'informations, donc à ne pas rater. Et donc les vidéos du même Sylvain et de Agis Cassano à suivre. Ok, allez, à bientôt les amis.